Bonjour à tous. Donc, Amélie a fait un petit rappel de ce qu'on a vu dans les webinaires précédents. Je vais juste réinsister sur les obligations du maire pour se préparer à la crise, à savoir que le maire doit rédiger son PCS et son DICRIM. Donc, PCS, plan communal de sauvegarde, et DICRIM, document d'information communal sur les risques majeurs. Il doit également informer et former son équipe. Il a une obligation de s'exercer à la gestion de crise et également sensibiliser ses administrés. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur ce qui se passe pendant la crise, notamment l'aspect humain. Il faut savoir que le maire est coordinateur au niveau communal. Donc, c'est lui qui va diriger les opérations. Et ça, c'est pas parce qu'il sait tout, il connaît par cœur sa commune et il peut tout faire. C'est simplement parce qu'il faut une personne qui est désignée pour ça. Et le maire a dans ses obligations la mission de sauvegarde et également le pouvoir de police. Donc, on va aborder aujourd'hui différentes thématiques, notamment la reconnaissance d'une situation de crise. Donc, qu'est-ce que c'est que la crise? Comment constituer sa cellule de crise et en dernier, on verra les facteurs humains qui influencent pendant la gestion de crise et l'importance de s'exercer. Donc tout d'abord, comment reconnaître une situation de crise? On va distinguer l'incident. Donc l'incident, ça va être quelque chose qui est gérable avec les moyens habituels, on va dire. Et la situation de crise, elle va avoir un caractère imprévisible qui peut évoluer rapidement et qui nécessite la prise de décision avec un certain nombre d'incertitudes. Donc pour ça, on va devoir se préparer stratégiquement et essayer de détecter des signaux faibles, donc qui peuvent apparaître un petit peu avant le début de la crise elle-même, à savoir les mises en vigilance que peuvent émettre Météo France, par exemple, les capteurs qui peuvent être situés sur la commune, notamment pour le suivi des rivières, des cours d'eau, et également, si on parle un petit peu plus des crises liées aux événements, aux manifestations, etc., tout ce qui touche à l'environnement social et politique. Donc, on va vraiment prendre la crise dans son ensemble, pas que risque naturel, risque technologique, ça va aussi prendre en compte toute la dimension manifestation, attentats, etc. La deuxième chose, c'est de se préparer et de planifier. Donc, c'est à travers les PCS, voire les PICS, donc plan intercommunal de sauvegarde. Ensuite, on a une phase de gestion active. Donc, c'est vraiment la gestion de crise. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette crise? À cela va s'ajouter la communication en temps réel. Donc, on verra qu'il peut y avoir des difficultés à communiquer, donc que ça soit au sein de l'équipe, dans la cellule de crise, mais également vers l'extérieur. Donc, comment on communique aux habitants et également avec les forces de l'ordre, les pompiers, les autorités, etc. Et bien sûr, les administrés. Et enfin, on a un dernier volet sur le retour d'expérience et l'amélioration continue. Il faut savoir que en gestion de crise, l'action est nécessaire et choisir de ne pas réagir ou alors réagir trop tard, c'est aussi une action. Ça peut être considéré comme une action. Donc, la cellule de crise, elle est constituée par le maire ou son premier adjoint en cas d'absence. Cette cellule de crise, ça va être le cerveau de la réponse. C'est-à-dire que c'est la cellule de crise qui va collecter les informations, qui va analyser la situation et qui va proposer des options de décision au maire. Le maire, lui, euh, il alerte, il pilote et c'est lui qui décide des actions à mener sur sa commune. Le terrain, lui, il va plutôt agir pour collecter l'information
et mettre en place les ordres qui ont été donnés par le maire. La cellule de crise et les agents qui sont présents sur le terrain doivent être placés en fonction, bien sûr, de leur disponibilité et également en tenant compte de leurs talents, de leurs compétences. Euh, il faut prendre en compte leur expertise et leur expérience. Par exemple, si vous avez des sapeurs-pompiers sur la commune ou des agents de force de l'ordre, des personnes du corps médical, etc., toutes ces personnes-là, elles auront une sensibilité différente pendant la gestion de crise et également des priorités différentes. Et donc, au moment d'analyser la situation et de proposer des options pour l'aide à la décision du maire, elles vont proposer elles vont être force de proposition selon les thématiques qui leur sont propres. D'où l'importance d'essayer d'utiliser, de faire appel à tous ces profils-là. Comme je disais, le maire, il alerte, il pilote et il décide. Pour ça, le maire doit faire preuve d'un certain leadership, c'est-à-dire qu'il doit mobiliser les ressources qu'il a, que ce soit les ressources matérielles et humaines, et il doit prendre les bonnes décisions sous pression. Il doit fédérer et inspirer. Il doit avoir un rôle un petit peu de rassurer les gens aussi autour de lui dans la cellule de crise. Donc, c'est pas un rôle qui est anodin et il faut avoir tout ça en tête. Le maire, il doit également, si la situation se dégrade, euh, rassurer sa cellule de crise et les inciter à faire appel à l'intelligence collective pour répartir un petit peu les charges, l'analyse, toutes ces phases toutes ces actions qui sont réalisées par la cellule de crise doivent être réparties. Et le maire doit aussi faciliter cette répartition. On en vient aux facteurs humains pendant la gestion de crise. Alors, la gestion de crise, ça va être à la fois des problèmes techniques et ça va aussi être des facteurs. Le facteur humain va forcément rentrer en compte. Sous pression, on a généralement le regard qui est fixé sur une seule information. On veut aller vite, on veut prendre des décisions très rapidement et on ignore aussi beaucoup les signaux extérieurs. La communication, c'est une des clés de la gestion de crise. Si on fait preuve de mauvaise écoute, si on a des conflits en interne au sein de la cellule de crise ou si les messages sont mal transmis, la gestion de crise peut en pâtir. À l'écran, vous avez la pyramide de communication. Entre ce que je veux dire et ce que la personne à qui je parle va faire, va réagir, va faire comme action, on a 90% de perte d'information. Là, il y a plusieurs filtres. Donc, entre ce que je veux dire et ce que je dis, déjà, il y a un premier filtre de langage. On ne s'exprime pas forcément de la manière dont on voudrait le faire. Ensuite, on a ce qui est entendu, puis ce qui est compris, ce qu'on croit comprendre et ce qu'on comprend réellement, ce qu'on retient. Donc ça, on est déjà à 30% d'informations retenues et de ce qu'on répercute. On a ensuite les facteurs, la réaction émotionnelle et comportementale. À la communication dégradée s'ajoutent les différences de perception entre la réalité et ce qu'on pense voir. Tout ça, ça va être influencé par nos émotions, par la fatigue, par le stress, voire par les biais cognitifs. J'y reviendrai après sur ce dernier point. On a des automatismes chacun. On gère les émotions de façon différente. Donc ça peut être du stress, ça peut être de la panique, ça peut être de la colère.
du déni aussi, qui vont venir perturber un petit peu la prise de décision. Et face à un danger, en fait, ou une incertitude, on va venir d'abord chercher à assurer sa propre sécurité avant de chercher la meilleure solution possible. Il faut arriver un petit peu à casser ce schéma-là, et ça vient avec de l'entraînement. On a aussi, ça peut arriver, un conflit de rôle. Les élus, les agents qui sont présents en cellule de crise, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, des voisins, des conjoints, etc. Ils peuvent aussi être personnellement impactés par la crise et il faut prévoir dans le PCS, dans la cellule de crise, une possibilité de retrait. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent être personnellement touchées par la crise, elles doivent pouvoir se mettre à l'écart si besoin, ne pas être obligées de participer à la gestion de crise. Ça peut être pour la totalité de la crise, ça peut être momentané. Mais le but, c'est d'éviter de faire rentrer en jeu l'affectif. Je parlais des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ils sont impliqués dans la coordination des pensées et des actions. Je vais parler des trois principaux qu'on observe en gestion de crise dans les cellules. C'est l'effet tunnel. Donc, l'effet tunnel, c'est de rester concentré sur certains éléments ou un seul élément et d'oublier le reste autour. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en compte les choses annexes qui peuvent se passer autour et rester concentré sur un seul événement et prendre les décisions en fonction de cet événement-là. On a le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça va être de venir privilégier les informations qui confirment ce que l'on croit. Le troisième que l'on observe beaucoup en cellule de crise, c'est la surconfiance. Là, on parle plutôt de la non prise en compte des avis extérieurs. J'ai dit au début que le maire devait avoir un certain leadership, que c'était lui qui décidait et qui donnait les ordres. Il faut pas tomber dans cette surconfiance. Il faut savoir écouter son équipe, on s'est entouré de personnes dans la cellule de crise qui ont des compétences particulières ou pas, au général. Il faut pas oublier de les écouter, ces personnes-là. Elles sont là pour venir aider à la décision, apporter plusieurs éléments de réponse. Donc, il faut pas tomber dans cette surconfiance. J'aurais pu aussi citer le biais de groupe. C'est faire consensus à tout prix, donc c'est plutôt l'inverse de la surconfiance. L'optimisme aussi, donc de faire preuve de sous-estimer en fait le risque et la situation réelle. La disponibilité, donc c'est des événements récents qui peuvent influencer votre jugement. Et le biais d'ancrage, c'est tout ce qui va concerner la première impression. Donc, rester sur sa première impression qui peut être fausse. Et en gestion de crise, souvent, comme les situations peuvent évoluer très vite, la première impression qu'on a n'est pas forcément la bonne. Pour maîtriser tout ça et essayer de casser ces schémas de pensée et faire face aux émotions, aux biais cognitifs, etc., on doit avoir une vision claire. Donc pour ça, on essaye d'organiser ses pensées. Donc ça peut être mettre sur papier euh, tout ce à quoi on pense. Ça aide beaucoup, l'écriture, souvent. On hiérarchise les informations que l'on reçoit. Souvent, on veut traiter tout en même temps et ça marche pas. Donc on essaye vraiment de prioriser les informations importantes. Et pour finir, on coordonne les actions. Donc là aussi, ça rejoint un petit peu la priorisation. C'est faire les actions nécessaires, donc sur les informations prioritaires, mettre en place des actions en priorité.
Euh, il faut absolument garder cette vision claire pour pouvoir maintenir un niveau de performance suffisamment haut au vu des exigences de la gestion de crise. Ça peut être très fatigant et donc il faut arriver à trouver des moyens pour décharger un petit peu. Ça, c'est propre à chacun. Et c'est là que les exercices aident beaucoup. Chaque personne a des moyens différents de décharger. Pour trouver le sien, il faut s'exercer. En parlant d'exercice, l'exercice, il sert d'une part à tester le plan, il sert aussi à entraîner son cerveau. Euh, on, d'abord, on acquiert des compétences, on monte en compétences avec de la théorie, de la formation classique pour comprendre ce que c'est qu'un risque, qu'est-ce que la gestion de crise, etc. Et après, il faut mettre en pratique, il faut s'exercer. L'exercice, quand on parle d'entraîner le cerveau, c'est de créer de nouveaux schémas mentaux qui permettent à l'inconscient, en fait, de comparer en gestion de crise, pendant la gestion de crise, de comparer des situations que l'on a vécues en entraînement ou alors dans la réalité pour certains, avec la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Cette comparaison, en fait, elle permet de bâtir des raisonnements, d'imaginer des réponses beaucoup plus facilement, donc à la limite de l'intuition, et du coup, de prendre des décisions éclairées qui sont quasi instantanées pendant une situation d'incertitude. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la gestion de crise, elle repose sur quatre piliers. Le premier, c'est l'anticipation. Ça va être de l'exercice, l'écriture, la rédaction des plans, comme il faut. Ensuite, on s'organise, donc que tout le monde soit au courant, au fait du poste qu'il occupe, de la coordination entre les différents acteurs qu'il peut y avoir pendant la gestion de crise. La coopération, donc au sein de la cellule, c'est vraiment, il faut miser sur l'entraide. Chacun est là pour apporter sa connaissance, son savoir, son opinion aussi, et coopérer pour aider le maire à prendre les meilleures décisions possibles. Et enfin, s'entraîner. Euh, le maire, pendant la crise, c'est lui qui décide, mais en réalité, il n'est pas tout seul. C'est l'équipe qui a derrière lui en cellule de crise qui va le soutenir. Et, euh, et souvent, on dit que l'intelligence collective, c'est la meilleure des protections. Donc, j'ai parlé des plans. On a parlé des plans aussi la semaine dernière, du plan communal de sauvegarde. Euh, les procédures qui sont contenues dans ces plans, elles structurent la réponse communale. Elles viennent rassurer aussi, d'un côté, les personnes qui sont en cellule de crise. Parfois, on peut aussi faire appel à la technologie. Donc, ça peut être des cartes interactives. On va utiliser Internet pour s'informer, tout ça. Donc ça vient en aide. Mais c'est vraiment les personnes qui sont dans la cellule de crise avec le maire, la préparation qu'elles ont suivie et la coopération entre elles qui vont vraiment faire la différence pendant la gestion de crise. Je vais finir sur cette citation qui a en bas. On ne se prépare pas aux crises parce qu'elles sont probables, on s'y prépare parce qu'elles sont inévitables. C'est vraiment le maître mot de tout ça. La crise, quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, on y sera tous confrontés. En s'y préparant, on peut mieux réagir, on peut mieux y faire face. Merci. Est-ce que ce temps de présentation a suscité chez vous des remarques, des questionnements, c'est des choses où vous voulez aller plus loin?
On va peut-être, comme on n'est pas très nombreux, je vais vous permettre vous allez pouvoir réactiver votre micro. Si vous voulez prendre la parole sans passer par le chat, ça peut être plus simple. N'hésitez pas. En attendant, peut-être, donc Lisa a parlé de ces situations où il peut y avoir une communication dégradée, une perte de contrôle. Alors, il y a en interne le fait de s'exercer, de trouver ses habitudes, son chemin mental pour se rassurer, pour être au mieux. Ça peut être aussi collectif. Peut-être que tu peux parler des points de situation qui peuvent servir à structurer, Ouais. rassurer. Alors, le maire, pendant la gestion de crise, il doit prendre un moment avec son équipe où on éteint toutes les communications, on ne prend plus aucun appel, personne ne regarde son téléphone, on ne regarde pas les infos, etc. Et on prend vraiment le temps de poser la situation, c'est-à-dire chacun fait un petit peu un retour sur les actions qui sont en cours, la situation et les actions qu'il a engagées. Ces points de situation, ils permettent d'avoir le même niveau d'information pour tout le monde et du coup de repartir sur des bonnes bases. Les points de situation, ils vont également permettre de discuter de façon plus posée avec les forces de l'ordre et les pompiers qui sont sur le terrain, les agents aussi qui peuvent être sur le terrain. C'est très important et souvent, on ne prend pas le temps de faire ces points de situation. Euh, Il y a une question de monsieur Ortiz, peut-être avant monsieur Gem, et surtout une remarque, donc il a dû déjà gérer des crises et sur l'importance de basculer son mindset pour laisser l'émotionnel complètement de côté, enfin au mieux de côté. Donc oui, c'est important effectivement pour agir en conscience. Mm. Et ensuite, une question de monsieur Ortiz au niveau juridique, qu'est-ce qui est important à savoir sur comment prendre en compte les médias? Alors, c'est Alors, peut-être deux questions. c'est peut-être, Monsieur Ortiz, vous pouvez Prendre la ouvrir parole votre micro pour préciser. pour préciser un peu plus ce que vous souhaitez savoir. Ah. Hum, Alors, je vais répondre déjà à la deuxième oui, question oui. sur comment la prise en compte des médias dans la cellule de crise. Les médias, ça peut être autant une force que un, une- un désavantage. C'est-à-dire que les médias peuvent, euh, on va dire, rendre plus difficile la gestion de crise en diffusant des informations qui ne sont pas vérifiées, ce qu'on appelle plus communément les fake news. Les médias, ils peuvent aussi, donc, pardon, je reviens sur les fake news, la... ça peut être une source d'information pour la mairie, mais il faut veiller, quand l'information vient des médias, il faut toujours veiller à vérifier cette information. Il arrive que des communes prennent des décisions sur la base de ce qu'ils ont vu dans les médias, informations qu'ils n'avaient pas forcément vérifiées. Donc, toujours vérifier l'information qui provient des médias. Et les médias, ils peuvent aussi, comme je disais, être un atout dans la communication. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce canal-là pour diffuser de l'information à travers des communiqués de presse qui sont cadrés par la mairie. On peut inviter les médias à faire une conférence de presse également, où le maire contrôle ce qui est dit. Donc généralement, c'est le maire qui prend la parole, ou alors ça peut être le premier adjoint ou le responsable communication de la cellule de crise. C'est un des trois, mais quoi qu'il en soit, l'information sera contrôlée par le maire.
euh, cette communication aux médias, on essaye le plus possible de rester dans ce qui a été validé par la cellule de crise, validé par le maire. On ne va jamais plus loin que ce qui a été décidé. Au niveau juridique, qu'est-ce qui est important à savoir? Est-ce que vous pouvez préciser peut-être dans le chat votre question? Est-ce que c'est vraiment sur la gestion de crise, slash post-crise en elle-même, sur peut-être comment se protéger aussi du volet juridique, ou alors côté média? Ah, oui. Ok. Alors, en gestion de crise, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à faire. Il y a des choix qui sont faits. Les choix qui sont faits peuvent être bons, ils peuvent être discutables. Quoi qu'il en soit, le maire, quand il prend une décision, il, il est responsable de sa décision. Si jamais il y a un doute sur la décision à prendre, donc il n'existe pas vraiment de référentiel sur ce que un maire doit faire ou pas. Par contre, s'il a un doute sur la procédure, sur la posture à adopter, il peut totalement faire appel aux pompiers, aux gendarmes ou à la préfecture, qui va venir. Ces personnes-là, ce sont des personnes ressources qui peuvent venir assister le maire et l'aider dans sa gestion de crise. Alors, ils ont des choses à gérer de leur côté, mais les pompiers, surtout, peuvent venir en cellule de crise. Si vraiment vous êtes débordé et que vous ne savez pas comment prendre les décisions, quelles décisions prendre, comment prioriser les actions, etc., vous pouvez tout à fait faire une demande auprès des sapeurs-pompiers qui sont déployés sur la commune à ce qu'il y ait un référent dans la cellule de crise. D'accord? Donc, ces personnes-là sont des ressources qu'il faut utiliser et qui vous aideront à faire les meilleurs choix possibles. On ne peut pas parler de bons choix, on va dire les meilleurs choix possibles pour la sauvegarde de la population. Peut-être pour compléter sur vraiment le volet juridique, si il doit y avoir une enquête sur votre territoire suite à l'envoi de votre main courante qui peut susciter des interrogations il n'est pas conseillé, c'est obligatoire, monsieur. Oui, exactement. J'allais y venir sur la main courante, c'est obligatoire de la tenir Mm. et de l'envoyer à la préfecture une fois que le PCS est clôturé. Et voilà, vous envoyez la main courante. On ne vous reprochera pas juridiquement d'avoir pris des décisions. C'est l'absence de décision qui est beaucoup recherchée par les enquêteurs. C'est des trous, par exemple, sur plusieurs heures ou alors face à une réaction face à un aspect de la crise, vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas suffisamment anticipé. Il vaut mieux faire évacuer, fermer une route. Alors, au final, ce n'était pas forcément nécessaire si tôt ou alors pas du tout que de ne rien faire. Mm. C'est vraiment si vous ne faites rien que vous serez mis en cause juridiquement. Monsieur Gem qui dit, je pense qu'il faut distinguer les rôles et responsabilités de ce qui est du ressort des élus, maires adjoints et du rôle des autorités. Effectivement, il y a les autorités et les élus ont des responsabilités qui sont différentes. Ils n'évoluent pas déjà sur la même échelle, la même sphère. Le maire est vraiment responsable de la sauvegarde de sa population, de la population qui a sur son territoire, alors que les autorités, elles, vont coordonner la crise à une échelle plus importante. Par contre, les autorités peuvent totalement venir conseiller le maire sur sa gestion de crise. Ils ne seront pas décisionnaires, mais ils peuvent conseiller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Peut-être sur la responsabilité. Ah, si.
Alors, Adeline nous demande, en cas de crise, lorsqu'un événement majeur a un fort impact émotionnel sur les membres de la cellule eux-mêmes, est-il pertinent de mettre en place, parallèlement à la cellule de crise, une cellule d'écoute dédiée à ses membres? Existe-t-il des retours d'expérience à ce sujet? Si oui, quels sont-ils? Alors, le déploiement d'une cellule d'écoute, elle est possible pour les élus, pour les membres de la cellule de crise, bien entendu. Ils peuvent être impactés personnellement ou émotionnellement autant que les administrés. Dans ce cas-là, s'il y a vraiment un besoin de soutien émotionnel euh, à travers une cellule d'écoute, peut-être qu'il serait judicieux de remplacer ces élus-là qui sortent un petit peu de la cellule de crise pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes, en fait, finalement, et peut-être pour revenir plus tard, mais il faudrait que les PCS prévoient une possibilité de se mettre à l'écart quand ça arrive. Peut-être, Oui, pour compléter là-dessus, s'il y a vraiment, en fonction de la catastrophe qui touche vos communes, mais par exemple, si c'est une menace d'origine humaine, un attentat ou autre chose, ou alors qu'il y a un grand nombre de victimes, malheureusement, alors déjà pour les personnes, enfin, pour vos administrés, vous pouvez déclencher une cellule d'urgence médico-psychologique, c'est une CUNC, où là vous allez avoir des professionnels de la médecine, de la psychologie, des psychiatres, etc., des infirmiers aussi, du département qui peuvent intervenir sur votre territoire pour éviter un stress post-traumatique trop important. Ça peut être pour vos administrés, mais ça peut aussi être si des membres de la cellule de crise sont impactés, fortement impactés par la crise, ils peuvent tout autant être redirigés vers ce genre, enfin, vers ce genre de spécialistes au final. il faut pas oublier que les personnes qui sont en cellule de crise, ça reste des humains, des êtres Mm. humains, qui ont leurs propres émotions et il faut pas le négliger. Et effectivement, monsieur Gemme, il faut quand même pouvoir se relayer, surtout sur la crise dure longtemps. Et on n'est pas toujours dans l'organigramme idéal où on a 100% des personnes Mm. mentionnées sur la cellule qui sont présentes. Il faut aussi penser qu'on peut avoir des absents, des personnes qui ne sont pas sur le territoire. Alors, dans le pire des cas, ça peut être le maire qui n'est pas là, mais il faut gérer quand même la crise sans la personne du maire. Donc, euh, donc voilà, tout ça, c'est dans le meilleur des cas où on a tout le monde et où on peut se permettre entre guillemets, de pouvoir se relayer dans les meilleures conditions possibles, mais dans certains types de crises, dans certains types de territoires aussi où les cellules sont moins denses en termes de personnes, ça peut être plus compliqué d'avoir une cellule pas efficace, mais qui puisse se relayer, qui adapte, enfin, qui applique toutes ces règles pour qu'on ait un impact mental le moins fort possible. Mais des fois, oui, il peut y avoir des périodes où c'est pas possible. Mm. Peut-être juste pour revenir sur la question d'Adeline, sur les retours d'expérience à ce sujet. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête tout de suite, mais on pourra chercher et je regarderai ce qui existe, parce que je suis quasiment sûre que ça existe, et on le mettra dans le compte-rendu du webinaire, Enfin, si on trouve. si on trouve quelque chose, dans tous les cas, vous Voilà. recevrez le replay accessible des trois webinaires et les trois comptes rendus, les trois petites notes de synthèse où il y a vraiment ce qu'il faut retenir du webinaire et en fonction des questions, pour aller plus loin, on renseigne d'autres informations. Et pareil, pour revenir sur la responsabilité juridique, alors certes du maire, mais aussi des élus, à ne pas oublier. Alors elle est certes moins importante, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, la tempête Xynthia a frappé la faute sur mer. Il y a une enquête qui a été ouverte. Il a été accusé de ne pas avoir suffisamment anticipé, malgré le PPRI, donc le plan de prévention du risque inondation, qui existait, qui était approuvé sur le territoire, malgré les interdictions déjà de construire dans ces zones-là, bon, ça a été construit encore. Le risque, il était connu sur le territoire, et donc le maire, il a été mis en examen, il a été jugé. Il a eu 2 ans de prison ferme et deux autres avec sursis. Et les premiers et seconds adjoints ont aussi été mis en cause. Donc voilà, il n'y a pas que alors c'est un cas exceptionnel, mais c'est aussi, voilà, il y a une vraie responsabilité juridique derrière. Dans le cas des élus, des adjoints, ça peut être soit que le maire donne
l'ordre de faire quelque chose, de prendre une décision. Si c'est pas exécuté, si on vous demande, vous êtes par exemple à la cellule logistique de fermer une route, vous n'effectuez pas la demande de votre maire et il y a malheureusement des victimes sur cette route, dans la même courante, ça, on va le voir que vous n'avez pas fermé la route et que c'est vous, responsable de cellule, ou même tout simplement partie prenante de la cellule, qui n'avez pas effectué un ordre, parce que l'ordre a été écrit dans la même courante, mais vous, on n'a pas la trace écrite de ça a été fait. Voilà, c'est sûr que ça fait un petit peu peur quand on prend cet exemple-là, et c'est un cas exceptionnel, mais c'est aussi pour le remettre dans son contexte juridique. Vaut mieux anticiper, vu des enquêteurs, et faire trop, entre guillemets, que pas assez. Bonjour.